Bonsoir Jules Domché. Nous l'avons évoqué hier, le Conseil constitutionnel a finalement rejeté le recours de l'opposant Maurice Kamto et l'a écarté de fait pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Avez-vous d'abord été surpris par cette décision ? En effet, je n'ai pas du tout été surpris. Si oui, juste à 20%, parce que pour ceux qui ont écouté ma dernière sortie concernant cette actualité, j'avais prédit 80 où le Conseil constitutionnel resterait fidèle à sa logique en rendant une décision unique et injuste, et 20% parce que je me disais les faits étaient suffisamment graves et révélateurs pour qu'ils se retrouvent, eux, les membres de ce Conseil, obligés de dire le droit. Eh bien, ils ont choisi la première option, celle de rester fidèle à leur logique. En réalité, il faut le noter, le Conseil constitutionnel camerounais n'est pas composé de sages. On les appelle souvent les sages, mais pour ce qui concerne le Cameroun, c'est un véritable abus, parce qu'ils ont fait preuve de tout sauf de sagesse dans cette décision. Et je tiens à préciser que cette iniquité ou cette injustice ne concerne pas seulement Maurice Kamto, il y a d'autres candidats qui, à mon sens, ont été injustement écartés de la course du fait de quelques manœuvres politiciennes. Le Conseil constitutionnel, malheureusement, au Cameroun, ne fonctionne pas comme une institution républicaine. On a plutôt l'impression qu'on est là face à une organisation de partisans et de courtisans au service d'un clan. Et c'est tout simplement regrettable parce qu'on parle là de la plus haute juridiction au sein d'un État dont les décisions sont inattaquables. Donc quand la plus haute juridiction d'un État se met en plein cœur de la forfaiture et décide de faire de l'injustice son cheval de bataille, on se rend bien compte qu'on est dans tout sauf dans une république, qu'on est dans tout sauf dans un État de droit. J'entends souvent les gens dire que le Cameroun est un État de droit, mais j'aime à rappeler qu'un État de droit n'est pas un État où on parle du droit, n'est pas un État où on voit des juges, où on voit des avocats, où on voit des tribunaux. Un État de droit, c'est un État qui est soumis au droit. Un État de droit, c'est un État qui est contre la forfaiture. Dans un État de droit, un ministre ne peut pas venir avec des faux documents au Conseil constitutionnel. Dans un État de droit, un ministre ne peut pas mentir en mondovision. Dans un État de droit, on ne peut pas avoir un candidat qui a été fabriqué de toutes pièces avec pour seule ambition de venir empêcher la candidature d'un autre candidat et que les gens laissent ça passer. Donc, on est très loin d'être un État de droit au Cameroun et c'est tout simplement regrettable. Surtout pour ceux qui ont eu la chance de suivre ce procès au Conseil constitutionnel ou cette audience du Conseil constitutionnel. On peut quand même se demander comment, malgré tous les éléments de preuve, qu'il s'agissait d'une forfaiture, on est arrivé à cette décision. Le ministère de l'administration territoriale nous a annoncé de manière pompeuse que M. Dieudonné Yebga était le président du Manidem depuis 2021. Je pense que ce dernier a dû lui-même rire aux éclats et être surpris face à cette grossièreté. Parce qu'il y a des faits aujourd'hui qui démontrent que M. Yebga n'est plus membre du Manidem au moins depuis 2018. D'ailleurs, lui-même à plusieurs reprises a relevé le fait qu'il s'occupait désormais de son titre traditionnel, était rentré dans son village. Et il est sorti comme par un coup de baguette magique à la veille justement de la fermeture du dépôt des candidatures au niveau de l'ECAM pour à la dernière journée déposer son dossier de candidature qui a permis ou qui a servi de prétexte à l'ECAM pour rejeter la candidature de Maurice Kamto. À quel moment Dieudonné Yebga a pu être président du Manidem? Où sont les actes qui le prouvent? Y a-t-il eu un congrès en 2020 ou en 2021 au Manidem? Quel média a couvert ce congrès? Qu'on nous sorte des images. Quelles sont les résolutions que le ministère de l'administration territoriale dit avoir à sa possession que même les militants du Manidem n'ont pas? Je pense qu'un État, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. On ne peut pas jouer avec un État à ce niveau-là. Comment on peut expliquer que jusqu'à avril 2025, le ministère de l'administration territoriale et l'ECAM avaient pour interlocuteur connaissant le Manidem Anissé Ekane et qu'on vient de nous dire aujourd'hui que M. Yebga est président du Manidem depuis 2021? Comment expliquer, comme l'ont démontré les avocats de Maurice Kamto, que Dieudonné Yebga a été président du Manidem depuis 2021 et que entre 2019 et 2025, celui qui recevait au nom du Manidem les subventions accordées par l'État aux partis politiques soit Anissé Ekane. Le Cameroun est un État et si on veut qu'il soit un État sérieux, je pense que les autorités qui l'incarnent doivent faire preuve d'un minimum de sérieux. Pour terminer, le Conseil constitutionnel du Cameroun n'a pas fait mal à Maurice Kamto hier, il a fait mal au Cameroun parce qu'il ne s'agit pas que de Maurice Kamto, il ne s'agit pas d'un homme politique, c'est un
un homme politique qui a sa vie, qui peut décider du jour au lendemain d'arrêter la politique, mais le Cameroun ne s'arrêtera jamais. Donc ce qui a été piétiné hier, ce n'est pas l'honneur ou la dignité de Maurice Kamto, ce qui a été humilié hier, c'est un pays tout entier, ce sont des Camerounais tout entiers qui ont été humiliés par cette décision injuste et unique du constitutionnel. Et malgré cette exclusion de Maurice Kamto du processus électoral, on assiste à un mutisme de la communauté internationale. Comment comprendre ce silence ? C'est un silence qui se justifie notamment pour ce qui concerne les institutions sous-régionales africaines par le fait que ce sont des institutions totalement néocoloniales, ce sont des institutions totalement inféodées. Si je vous prends la CEMAC, c'est une institution totalement moribonde, sans aucun leadership, on n'attendait rien venant de la CEMAC. C'est la même chose avec l'Union africaine ou encore la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, parce que les cas d'exclusion de candidats à l'élection présidentielle, on vit ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire aussi, où on se réfugie derrière des arguties juridiques pour mettre de côté des adversaires redoutables. Pour revenir à ce cas, c'est quand même curieux parce que ce qui est impressionnant, c'est que si intervient un coup d'État militaire, comme cela a été le cas dans les pays de l'AES, vous verrez la CEDEAO réagir, l'Union africaine venir prendre des sanctions, les unes aussi ridicules que les autres. Mais quand il y a des coups d'État constitutionnels, comme ce qu'on a eu à vivre en Guinée, comme ce qu'on a eu à vivre en Côte d'Ivoire et au Cameroun, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Parce que ce qui s'est passé au Cameroun avec cette décision unique du Conseil constitutionnel, c'est effectivement équivalent à un coup d'État. Il faut qu'on le comprenne. C'est pas parce que c'est pas aussi spectaculaire que les coups d'État militaires qu'on va penser qu'on n'est pas là face à un coup d'État réel. Il faut regretter que ceux qu'on appelle la communauté internationale aient choisi d'être des médecins après la mort. Et c'est dans leur intérêt. Pourquoi? Parce que pour ce qui concerne notamment les puissances occidentales qui ont une vocation impérialistes, ils adorent avoir à la tête des États africains des dirigeants qui ne sont pas populaires, qui ne sont pas légitimes, parce qu'ils sont forcément plus malléables. Donc pour eux, tout ce qui se passe dans ces pays-là, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, etc., les arrange parfaitement, parce qu'ils savent qu'à travers ce type de mécanisme, ils vont pouvoir tenir les dirigeants et les amener à faire ce qu'ils veulent. C'est de bonne guerre, donc il ne faut rien attendre d'eux. C'est aux Ivoiriens, aux Camerounais, aux Sénégalais, aux Centrafricains de prendre véritablement leur destin en main, parce que personne ne viendra le faire à leur place. La communauté internationale n'existe que pour ceux qui y croient. Ce qui existe réellement sur la scène internationale, c'est la communauté d'intérêts. Les gens vont toujours se battre pour leurs intérêts et se mettront ensemble pour défendre leurs intérêts. Si ces pays-là, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique, avaient un intérêt à ce que ce système tombe, ils n'auraient pas la même attitude. Leur attitude démontre tout simplement que le statu quo est quelque chose qui les arrange et ils sont prêts à manœuvrer pour le soutenir. Selon vous, Jules, est-ce qu'on ne peut pas interroger la responsabilité personnelle de Maurice Kamto dans ce qui lui arrive aujourd'hui? À quel niveau se retrouve précisément sa responsabilité? Maurice Kamto est un acteur politique et j'ai même envie de dire un être humain. Est-ce que vous connaissez un seul être humain qui ne se trompe pas? Je pense qu'en tant qu'être humain, en tant qu'acteur politique, il a pu commettre des erreurs. Je vous vois déjà venir ou bien je vois le sous-entendu dans votre question parce que c'est une thèse qui est abondamment développée par certains analystes qui disent que Maurice Kamto est aujourd'hui victime de ses propres turpitudes en ayant décidé avec son parti d'alors, le MRC, de boycotter les élections législatives et municipales de 2020. Moi, mon analyse, c'est que c'est un raccourci qui démontre encore une fois de plus la mauvaise foi ou alors la méconnaissance d'un certain nombre de choses par ceux qui sont dans cette posture-là. Je l'ai déjà dit et je l'aurais dit, le boycott fait partie des armes que les acteurs politiques peuvent utiliser à un moment donné. La question que j'avais envie qu'on se pose clairement, c'est de savoir pourquoi effectivement le MRC a pris cette décision qu'elle savait grave à l'époque de boycotter ces élections-là. Surtout qu'on se rappelle qu'à sa sortie de prison, le professeur Kamto avait clairement dit que le MRC ira aux élections et il avait dit qu'il était contre la politique de la chaise vide. Donc, ce qu'il faut chercher à découvrir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui a pu motiver réellement ce revirement de situation. Et je pense que si on observe un peu la scène politique camerounaise, il ne faut pas être un fin stratège pour comprendre qu'en réalité, le premier piège tendu au MRC était à travers ces élections législatives et municipales. Vous n'avez qu'à voir certains de ces militants qui n'ont pas digéré cette décision de ne pas y aller parce qu'ils
ils avaient leur propre agenda. Il ne faut pas oublier, et ça je peux le dire aujourd'hui, que pendant le séjour de Maurice Kamto en prison, le MRC a été sérieusement infiltré et approché par le régime en place. Des révélations vont se faire plus tard, des rencontres entre certains cadres du MRC et certains membres du gouvernement. Donc il ne faut pas être sorcier pour savoir tout ça. Donc il faut pouvoir avoir la lucidité de reconnaître ce contexte-là et de chercher à comprendre la véritable raison pour laquelle le MRC avait pris cette décision historique, qui peut être contestable, qui peut être discutable, mais il faut rester constant sur les faits. Maintenant, j'aurais aimé que ceux qui défendent cette thèse aient le même zèle pour défendre la thèse selon laquelle il n'y avait aucune raison qu'on décide de confisquer le calendrier électoral dans un pays. Pourquoi les élections législatives et municipales de 2025 ont été reportées, décidant au passage d'avoir aujourd'hui des institutions dirigées avec des gens totalement illégitimes. On se rend bien compte qu'il y avait une volonté d'écarter un candidat. Donc, ce qui est arrivé au Conseil constitutionnel hier n'est que la concrétisation d'un plan qui est audit au moins depuis 2019, voire le début 2020. Donc, on n'est pas dans une situation où on a des institutions qui fonctionnent normalement, qui sont au service de la République. Les institutions ont été confisquées ou totalement prises en otage par un clan et ils se servent de ces institutions-là pour mener la politique qu'ils ont choisie. Donc, je pense que c'est très important de relever cela. Et au lieu d'être dans cette posture-là, se poser des questions de savoir pourquoi est-ce qu'on va d'incongruité en incongruité. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à de telles grossièretés? C'est ça la question. C'est l'injustice qui me semble être le véritable problème et non les stratégies de politiciens. Désormais, Maurice Kamto est hors course pour le scrutin présidentiel. Quelle pourrait être sa posture dans un contexte d'appel pressant pour une coalition de l'opposition? Alors, j'avais déjà répondu un peu à cette question la dernière fois en disant que la personne idoine pour répondre à cette question, c'est Maurice Kamto, c'est lui l'homme politique, c'est lui l'acteur politique. Ce que je veux juste relever, c'est qu'on pense de manière, à mon sens, totalement maladroite, que la légitimité charismatique est transférable. Il faut bien se dire que ce n'est pas établi que la légitimité charismatique d'un leader peut être aussi facilement transférable. Rien ne garantit aujourd'hui que si Maurice Kamto décidait de s'inscrire dans une dynamique de coalition, ses partisans le suivront de la même manière que si c'était lui qui était candidat. La scène politique est dynamique, le temps nous donnera le temps d'apprécier cela, parce que c'est une option véritable. Mais ce que j'ai envie de faire remarquer, Election Cameroun, le Conseil constitutionnel du Cameroun, qui ont de manière éhontée décidé de piétiner le droit pour faire triompher l'imposture, la forfaiture et l'injustice, ce sont les mêmes acteurs qui seront chargés de proclamer les résultats de l'élection du 12 octobre prochain. À moins qu'on pense qu'ils vont opérer une mue dans les 2 mois à venir, je pense que le sort de l'élection est déjà scellé et les résultats sont connus. Ce qui reste à déterminer maintenant, c'est les pourcentages qu'on donnera à ceux qui décideront d'aller à cette élection-là. Donc je pense qu'il faut qu'on reste lucide. Maintenant, la politique est quelque chose de très dynamique. On n'est pas à l'abri, effectivement, d'une dynamique de l'opposition qui arrive à imposer un rapport de force. Parce que l'enjeu dans une élection, ce n'est pas tant qui participe ou qui n'y participe pas. L'enjeu, c'est les règles du jeu. Comment on fait pour que Election Cameroun déclare le véritable vainqueur de l'élection? Comment on fait pour que le Conseil constitutionnel entérine la volonté du peuple? Ça, c'est là le débat. Et je crois que c'est toute la dynamique qui a guidé le combat institutionnel mené depuis plusieurs années par le MRC et son leader d'alors, Maurice Kamto. Nous n'avons pas des institutions crédibles et ils ne loupent pas une occasion pour nous le démontrer. On est dans une configuration où on se souvient très bien qu'en 2018, le Conseil constitutionnel, avec les mêmes membres, avait déjà fait montre d'une volonté claire et manifeste de ne pas dire la vérité, de mettre de côté le droit. Vous vous souvenez tous de l'audience que nous avons vue en Mondovision. Vous vous rappelez de la scène avec le professeur Alain Foguet et l'un des juges de la Cour qui lui a remis des PV, mais ces PV n'étaient pas signés. On a vu tout ça en Mondovision, mais ça n'a pas fait infléchir d'un seul iota la décision du Conseil constitutionnel. Vous comprenez très bien qu'on est dans une dynamique où cette institution n'est pas là pour dire le droit, elle fait davantage de la politique, elle est là au service d'un clan, comme j'ai déjà eu à le dire. Et on dit ceci, c'est aux partis politiques et aux opposants de voir quelle est la dynamique qu'ils peuvent imposer, parce que dans l'absolu, même si elles sont à parfaire, les lois du Cameroun ne sont pas si mauvaises que ça, c'est juste qu'elles ne sont pas appliquées, elles ne sont pas respectées. Donc le combat devrait se situer, à mon sens, davantage à ce niveau, parce que n'oublions pas qu'on est dans un cas de figure où on a une élection à un seul tour, et c'est à la majorité relative qu'on gagne. Je vois beaucoup de gens faire la comparaison entre ce qui s'est passé au Sénégal, mais je tiens à dire, contrairement au Cameroun, au Sénégal, le Conseil constitutionnel a
avait décidé d'entrer dans l'histoire. Le Conseil constitutionnel s'était opposé au président d'alors Macky Sall en prenant une décision historique l'obligeant à convoquer le corps électoral à date pour éviter qu'il se donne plus de temps pour faire des crépatouillages et s'assurer que même s'il partait du pouvoir, il allait rester à travers celui qu'il avait désigné. Donc la situation n'est pas la même. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a agi de manière responsable et républicaine pour éviter le chaos. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel a choisi de faire totalement l'inverse. Et sur un plan purement politique, au Sénégal, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas eu un candidat consensuel de l'opposition. Il n'y a pas eu une coalition de l'opposition. Le PASTEF de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko ont gagné ces élections haut la main sans avoir eu besoin de réunir tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils avaient réussi au niveau institutionnel à imposer un rapport de force qui a fait en sorte que les institutions se mettent au service de la République. Il faut saluer également le rôle des forces de sécurité et de l'armée sénégalaise qui a joué un rôle magistral. S'ils avaient choisi de faire, comme c'est le cas dans certains pays, d'intimider, de mater, ce n'est pas sûr que le rapport de force institutionnel imposé par Ousmane Sonko et Diomaye Faye aurait pu triompher. Donc je pense qu'il ne faut pas toujours être dans les comparaisons faciles. Le Cameroun, comme on aime à le dire, est le Cameroun. C'est un environnement complexe et je mets au défi quiconque d'être un opposant dans ce pays. Vous verrez que ce n'est pas une chose aussi simple que cela. Donc le débat aujourd'hui, à mon sens, doit beaucoup plus s'orienter vers ces injustices, vers ce parti pris assumé et revendiqué par les institutions en charge du processus électoral que sur les stratégies des différents candidats. Parce qu'il est clairement établi que quelle que soit la stratégie, avec ces institutions qui fonctionnent de cette manière-là, les résultats sont biaisés dès le départ. Malgré ce tableau politique, l'Afrique de l'Ouest donne quand même un exemple en termes de référence démocratique. Quelle appréciation faites-vous du départ annoncé du président Patrice Talon au Bénin? Bon, je ne sais pas si je dirais que c'est un message que le Bénin particulièrement, parce que ce n'est pas toute l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, il y a également la Côte d'Ivoire, et je pense que le message qui est passé là-bas, c'est totalement un autre message. Non, je vous recommanderais, justement, pour bien répondre à cette question, de lire l'éditorial de mon confrère et ami, Valentin Simon Zinga, parlant du Cameroun, où il parle de démocratie de voyous et de démocratie dévoyée, où justement on se sert de ce qu'on appelle généralement l'appel du peuple pour justifier son maintien aux affaires. Patrice Talon, visiblement, a refusé d'utiliser cette méthode-là. Il a refusé effectivement de jouer le jeu de la démocratie de voyous. En prenant une décision courageuse, il faut rappeler que Patrice Talon n'a que 66 ans et qu'il a décidé, malgré tout, de partir, même s'il faut très rapidement relever quand même un certain nombre de faits durant justement la gestion du Bénin par Patrice Talon. Premièrement, il avait annoncé qu'il ferait un seul mandat. Au final, il en a fait 2. Mais compte tenu du contexte global, c'est suffisamment éloquent pour être salué. On ne va pas lui en vouloir pour ça parce que c'est avec grande classe qu'il décide de partir. La deuxième chose qu'il faut relever pour le regretter aussi, c'est que Patrice Talon, même s'il part aujourd'hui, il a beaucoup contribué à faire reculer la démocratie au Bénin. Il a durci les règles pour écarter ses opposants. Je ne vous fais pas un dessin parce qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs opposants qui sont en prison, notamment Rekia Amadougou, le professeur Aïvo, qui sont des prisonniers clairement politiques et réclamés comme tels par l'Organisation des Nations Unies. Donc tout n'est pas rose dans son bilan, mais je pense que l'intelligence de Patrice Talon, c'est d'avoir su partir. Et vous voyez, quand vous arrivez à savoir partir, on est enclin à vous absoudre, à oublier un certain nombre de choses. Et je pense que ce que les Africains et même certains Béninois vont retenir de Talon, c'est le fait qu'il a accepté à un moment de partir, même si c'est arrangé, il faut le relever, à verrouiller davantage le jeu avant de partir. Ce qui est déjà quelque chose de regrettable, mais comme je dis encore une fois de plus, quand on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Guinée équatoriale et même en République démocratique du Congo, Talon apparaît pour un ange. On est désolé de le constater. Merci Jules Domché pour toutes ces précisions. Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.